4 jours de calvaire infernal sur la pénétrante est de Douala. La capitale économique du Cameroun, plaque tournante de l'Afrique centrale, a encore été confrontée à l'affaissement des bus métalliques sur une route nationale vieillissante au regard de l'engorgement des voies de contournement et des lourdes pertes économiques enregistrées. La presse s'est interrogée cette semaine sur la politique des infrastructures routières au Cameroun. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces incidents sur l'axe routier le plus fréquenté de la sous-région? Que deviennent les projets routiers annoncés en grande pompe pour pallier ce problème? En pleine année électorale, les catastrophes se multiplient à travers le pays. Une vague déferlante des inondations a frappé de plein fouet Limbé, Douala et Maroua. Le bilan fait état de 6 morts, parmi lesquels un enfant. La presse a publié les images des victimes sans abri, des familles qui sont aujourd'hui dans la désolation, des images qui suscitent des interrogations sur la réaction des pouvoirs publics. Est-elle à la hauteur des attentes au regard de cette situation de désastre économique et social dans les principales villes du Cameroun? Une chose est sûre, une lueur d'espoir est apparue cette semaine avec la convocation d'une conférence anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018. Ces discussions entre fils et filles des régions anglophones sur initiative du cardinal Christian Toumi suscitent déjà de vives réactions au sein de l'opinion publique. Quels sont les enjeux d'une telle conférence anglophone sur le théâtre d'une crise qui secoue la République du Cameroun? Ces problématiques, ces questions d'actualité constituent le fil conducteur de Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses menées par des experts de haut vol conviés sur ce plateau. Avant de lever un coin de voile sur l'identité des hommes politiques, journalistes et universitaires conviés ce dimanche, je reçois tout d'abord le chroniqueur du dimanche, Flavien Dongo. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les téléspectateurs. Quel est le regard de la presse sur ces questions brûlantes d'actualité? La presse a une fois de plus joué son rôle, même si les sujets qui vont être évoqués dans cette édition n'ont pas été traités par tous les tabloïds. On note quand même qu'au sujet de la nationale numéro 3, notamment à savoir la route Douala-Yaoundé, donc le journal L'Essentiel fait savoir que la route a été à nouveau coupée. On l'avait déjà vécu, on a vécu tout cela il y a quelques années avec le cas de Magnaï. Cette fois encore, c'est plutôt l'entrée est de la ville de Douala. Les usagers n'ont pas pu se mouvoir durant des jours. Donc une buse s'est effondrée au lieu dit Yassa, à l'entrée de la ville de Douala. Le rédacteur de l'article, qui rappelle d'ailleurs le cas de Magnaï, précise que c'est à la suite des fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Douala que la buse a fini par lâcher. Toute chose qui a paralysé la circulation. Notons que la presse écrite ne s'est fortement pas appréciée là-dessus, donc sur cette question. Cameroun Tribune et quelques-uns sont revenus. Cameroun Tribune a d'ailleurs capté les prescriptions du Premier ministre pour des actions urgentes et concrètes que doit mener le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou-Djimessi, afin de rétablir la circulation sur la nationale numéro 3. Sa descente sur le terrain des opérations a certainement boosté les travaux, même si la presse rappelle que la construction des ponts sur la nationale numéro 3, notamment entre Douala et Yaoundé, se déroule donc à pas de tortue. Voilà ce que la presse a réservé comme traitement à ce premier sujet. Voyez-vous, le second sujet de cette autre édition de Droit de réponse concerne notamment des inondations. Vous l'avez évoqué, Cédric Noufélé. La nouvelle expression, dans son édition du 25 juillet dernier, faisait déjà savoir que des morts et des disparus ont été enregistrés à Limbé, dans la région du sud-ouest. C'est à la suite d'un éboulement de terrain qui a causé donc de fortes inondations. Et à la suite notamment de tout cela, le quotidien du Carrefour Équinoxe à Douala révèle que ce sont des cris de détresse d'un élément du Bir enterré à moitié, qui ont d'ailleurs alerté les voisins qui sont sortis en masse armés des pelles pour déterrer ce qui était donc déjà englouti sous la terre. Le Messager, pour sa part, a mis un accent sur la ville de Douala qui connaît donc une pluviométrie abondante. Le journal parle alors de mercredi noir au Cameroun pour expliquer ici la gravité
même des eaux de pluie qui inondent presque tous les quartiers de la capitale économique, tout en rappelant les inondations de l'année 2000, au mois d'août précisément, qui ont fait des morts. Alors, c'est également le second sujet qui a été traité de cette façon par la presse camerounaise cette semaine qui s'achève. Alors, le dernier sujet de ce rendez-vous dominical concerne bien entendu la rencontre des prélats à Douala. Le journal La Nouvelle Expression fait savoir que les responsables des églises presbytériennes de Bamenda, de la mosquée centrale de Buea et d'autres confessions religieuses se sont retrouvés autour du cardinal Christian Toumi. Le journal explique que l'objectif du cardinal est donc de rechercher la solution à la crise qui secoue les régions anglophones. Et parlant notamment de ce plan de sortie de crise du cardinal Christian Toumi, le quotidien Le Jour se demande si Paul Biya va accepter la main tendue du cardinal Christian Toumi. La réponse qui ne figure pas dans le tabloïd est donnée plutôt par le ministre de la Communication qui avait effectué une sortie en fin de semaine pour apporter donc une réponse à l'initiative du cardinal Christian Toumi. Issa Touma Bakari a tout d'abord apprécié l'idée du prélat et par la suite a donc souligné que cette forme était donc sans objet. Pour le dire en d'autres termes, ce qui a été donc donné comme explication par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Merci Flavien pour toutes ces précisions. Je vous souhaite un bon dimanche. Meilleur à vous. Place à présent au panel d'experts conviés sur droit de réponse. J'accueille sur ce plateau Hervé Emmanuel Com. Bonjour. Merci Cédric d'avoir invité. Bonjour. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, banquier spécialiste des questions de finance et de sécurité. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Également présent sur le plateau de droit de réponse, le consultant Edmond Kamdia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé. Journaliste, chef de section politique et politique internationale pour le quotidien La Nouvelle Expression. Vous êtes présent chaque dimanche avec nous. Également, j'annonce le troisième panéliste sur ce plateau, Elie Smith. Bonjour. Bonjour Cédric. Journaliste d'investigation, vous travaillez sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale. Bienvenue sur ce plateau. Messieurs, nous commençons d'abord avec ce calvaire vécu pendant près de 4 jours dans la capitale économique du Cameroun. Hervé Emmanuel Com, comment vous avez vécu cette situation d'engorgement de la pénétrante est de Douala? Non, mais c'est une situation de paralysie de toute la sortie de Yaoundé, sortie est de Douala pour Yaoundé. Et puis, comme vous l'avez indiqué, c'est la plus grande infrastructure de transport pour toute l'Afrique centrale. Et tout cela est le fait simplement parce que la route qui est sollicitée est dépassée par la charge qu'elle doit prendre maintenant. Elle n'a pas été prévue pour, et donc les bus cèdent. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors, ce qui m'a un peu rendu plus curieux encore, c'est qu'il n'avait pas été prévu de route de contournement de cette situation, à savoir par exemple la preuve administrée maintenant que si on entretenait l'ancienne route de Yaoundé qui passe par Kopongo, dans la route qui va du côté de Nkam, on aurait certainement atténué la pénibilité de cet événement. Donc ça a été un peu chaotique et pour l'instant seuls les téméraires nous disent combien de points de croissance on a perdu. Mais ça a un coût économique, social. Et justement, nous en parlerons au cours de cette émission. Edmond Kamdia, la presse a souligné avec insistance ce calvaire des usagers pendant près de 3 jours à la suite de l'effondrement de ces bus métalliques au lieu dit Kogefar sur la pénétrante est de Douala. Oui, Monsieur Noufélé, la presse a abordé cette question. Une question qui a beaucoup préoccupé les passagers, les commerçants, toutes les populations riveraines. Et il faut le dire, vous savez que la pénétrante Est, c'est une route qui est très fréquentée par ceux qui veulent se rendre non seulement au niveau de Yaoundé, la capitale politique, mais aussi ceux qui veulent aller dans le sud du pays en passant par Idéa pour atteindre Kribi. Et ça a causé un gros préjudice, il faut le dire, on en parlait tantôt, un préjudice financier aux agences de voyage, il faut le dire. Certains ont eu, n'est-ce pas, cette idée de se rapprocher du lieu du drame, j'allais dire, là où il y a eu affaissement de la bus, pour pouvoir rattraper rapidement les passagers et pouvoir leur permettre de rejoindre la capitale politique avec moins de difficultés, parce que c'était pénible. Il faut le dire également que la presse a fait des reportages
sur la question, a montré comment les populations ont dû faire pratiquement 1 kilomètre en marche à pied, les populations riveraines, mais également les populations, les élèves qui font les cours de vacances, les commerçants, les benskinners. Donc, tout ce panel de personnalités, de personnes, d'habitants ont dû vraiment plier les chines face à cette situation. Justement, Elie Smith, sur cette question de la route nationale numéro 3, une fois de plus encore, coupée en deux, impraticable sur l'axe le plus important de la sous-région Afrique centrale. Lorsque vous avez parcouru les différentes éditions de journaux qui ont traité de cette actualité-là, est-ce que le traitement de l'information a cerné toutes les problématiques concernant les conséquences de cette route impraticable durant près de 4 jours? Oui, ils ont fait, ils le font régulièrement. Mais moi, ce que je n'ai pas constaté, ou peut-être je n'ai pas lu tous les journaux, est qu'il faudra qu'il y a 2 choses que moi je crois. Il faut privatiser cette route, donner ça à une société qui peut bien l'entretenir. Parce que l'un des problèmes que nous avions, c'est le problème d'entretien. Et puis aussi encourager ce qu'on appelle multimodal, donc les rails et les routes. Parce que, comme Hervé l'a dit, si vous avez un axe que la circulation est plus que ce qui était prévu, c'est normal que ça se dégrade graduellement. Mais si on avait ce système multimodal, donc par exemple encourager d'autres moyens de transport par la voie ferrée, ça devait peut-être résoudre ce problème. Mais moi je crois toujours qu'il faut privatiser les autoroutes du Cameroun. Donner ça aux entités privées, de bien la gérer, parce qu'actuellement, c'est pas si c'est mal Avant géré. qu'on arrive aux solutions, je crois qu'il est important de poser d'abord le diagnostic sur les causes de ces incidents qui se multiplient. Hervé Emmanuel Com, il y a à peine 1 an, des bus devaient être remplacés sur le même site où il y a eu cet effondrement des batteries de bus en milieu de semaine. Et comment vous analysez cette multiplication des incidents sur la route nationale numéro 3? Oui, franchement, là, il n'y a pas un débat idéologique. Il faut regretter la disparition des travaux publics au Cameroun. Moi, je suis d'une génération où je vivais dans les subdivisions de travaux publics. Et donc, l'État avait un instrument de gestion, d'entretien des voies et des routes qui était permanent. Et donc, c'était aussi, ça pourrait être, on doit absolument réactiver son implantation parce que ça pourrait être un contre-pouvoir par rapport aux entreprises qui gagnent des marchés. Vous savez que la buse qui a cédé, c'est sur une infrastructure dont on n'a pas encore fait réception, c'est-à-dire la pénétrante est de Douala. Donc ça pose un problème de l'efficacité de l'État dans cette responsabilité, n'est-ce pas, rendre permanent des transports, parce que là, jusque-là, vous parlez des conséquences économiques et financières que je ne néglige pas, mais nous sommes dans une situation sécuritaire qui fait que la démonstration est faite qu'on peut être étranglé et qu'il y a un problème. Il ne restait que l'aérien, parce que Elie Smith nous parle du rail, mais le rail passager ne fonctionne pas depuis les incidents des écarts. Il ne fonctionne pas, c'est le rail marchandise, parce qu'on n'a pas encore donné des réponses adéquates, et c'était à l'origine la même question. Donc, personnellement, par exemple, je devais me rendre à Yaoundé pour une cérémonie de dédicace. Je n'ai pas pu me déplacer parce que j'ai craint que l'avion ne soit aussi sollicité comme le rail l'avait été, vu la météo qu'il y avait. Donc, je pense que... Encore, vous avez redouté le scénario catastrophe absolument, 2016. Absolument pas. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, les pouvoirs publics ont su gérer cette situation de façon optimale? Je ne sais pas. Je suis dans une école, à mon âge, j'ai vu mon passé professionnel. Je ne suis pas très favorable à ce qu'on appelle la médecine des urgences. Parce que je pense que l'urgence, ça veut dire qu'on court après un événement. Et nous sommes devant une situation où il faut maintenant mettre la prévision, la prospective au service de l'administration. Écoutez, vous ne pouvez pas construire un stade et venir avec tous les éléments préfabriqués qui ont un tonnage qui n'a rien à voir avec le quotidien de cette infrastructure et vous surprendre qu'il y ait un tel événement. En plus, vous savez que le fer a un vieillissement beaucoup plus court que le béton. On découvre qu'il y a encore, sur cet axe qui est utilisé toutes les nuits pour amener les matériaux de construction du stade,
des éléments qui ne peuvent pas résister à la charge qui est sollicitée. Donc aujourd'hui, il y a un problème de cohésion. Et puis, c'est un militant. Et de surcroît, un responsable du niveau que je suis de parti au pouvoir qui vous le dit, il y a eu un problème qui a montré les limites d'une administration comme les travaux publics. Et il va falloir répondre parce que tout cela se fait et on ramène tout le monde à nos côtés dont on n'a pas dégagé et on se rend compte que si on avait au moins enlevé les marchés sur Lobessou et kilomètre 21-14, on aurait pu utiliser l'ancienne route de Yaoundé pour sortir à Edea avant le second pont. Et ça donne aussi des leçons, il faut avoir le courage de le dire. Je ne suis pas souvent d'accord avec Lee Smith, parce que c'est mon ami, parce que c'est un libéral effronté. Mais aujourd'hui, la question se pose de savoir quelles sont les réponses qu'on va apporter pour avoir des infrastructures qui vont avec notre économie. Ça prouve qu'il faut un deuxième pont sur la Dibamba. Justement, au minimum. Il faut préciser qu'au lendemain de l'effondrement de ces bus métalliques sur la route nationale en numéro 3, notamment à l'entrée est de Douala, le Premier ministre a instruit le ministre des Travaux publics de descendre en urgence à Douala pour évaluer cette situation. Edmond Kamga, le ministre des Travaux publics, s'est rendu à Douala. Il a évoqué une conjugaison de facteurs, notamment la pluviométrie et la route vieillissante. Pourtant, des travaux d'entretien routier sont annoncés chaque année sur cet axe Douala-Yaoundé. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces incidents selon vous? Les réponses du ministre des Travaux publics ne surprennent pas. En fait, ce qu'il dit, c'est tout à fait évident. Mais sauf que ce que nous considérons comme évident, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Puisque d'année en année, pratiquement à la même période, on assiste aux mêmes événements qui sont tristes. Voyez-vous, chaque année, pendant les vacances, c'est-à-dire en juillet, août, ou alors à la rentrée scolaire en septembre, on assiste à l'ensemble des événements tristes auxquels les Camerounais ont vécu ces derniers temps. Que ce soit cet affaissement de la Buse au niveau de Douala, que ce soit les inondations dont on parlera tantôt, dans les régions de l'extrême nord, du sud-ouest, du littoral, c'est pratiquement à la même période. Donc on peut prévoir. Mais si donc on peut prévoir, qu'est-ce qui a été fait pour éviter que cet incident survienne? Rien du tout. C'est d'autant plus regrettable que la dernière fois, il y a un an à peu près, qu'il y a eu des travaux au même endroit, il y a des travaux qui ont été effectués, mais de manière provisoire. En attendant que l'année s'achève, pourquoi ces travaux n'ont pas pu être achevés afin qu'on évite ce qui est arrivé? Donc le ministre des Travaux publics pouvait bien anticiper et faire en sorte que les travaux soient achevés afin qu'on n'assiste pas à ce qui s'est passé. Donc en réalité, c'est un problème. Gouverner, c'est prévoir. On l'a toujours dit. Mais dans ce cas d'espèce, on se rend compte que le gouvernement ne sait pas toujours prévoir. La conséquence, c'est que chaque fois, presque tous les ans, on assiste aux mêmes événements et on va commenter et rien ne va changer. Et cette situation a soulevé une problématique sur les nombreux projets routiers annoncés en grande pompe pour pallier ce problème. Cette route nationale numéro 3, notamment l'autoroute Douala-Yaoundé, Lee Smith, c'est un projet qui avait été annoncé depuis de nombreuses années et qui était censé pallier ce problème. Est-ce que cet incident sur la route Douala-Yaoundé, notamment à l'entrée est de Douala, vient remettre au goût du jour l'échec de certaines politiques infrastructurelles au Cameroun? Évidemment. Et puis je crois que comme ça c'est un peu récurrent, si le gouvernement est un peu responsable, ils vont essayer de remédier. Et que toujours il faut avoir deux options, un plan B. Par exemple, ça ne sert à rien que si on commence une nouvelle route, on oublie l'ancien, comme celle qui passe par Yabassi qui va par Edea, Kopongo, on devait bien l'entretenir. Et je pense aussi que beaucoup de ces projets, c'est aussi l'œuvre de la propagande. Tu sais, nous avions un gouvernement qui est socialo-communiste, qui existe toujours sur la propagande et rien de visible sur le terrain. Et autre chose, je sais, ça va peut-être énerver les choses. Moi, je ne vois même pas pourquoi on doit faire une autoroute. Parce que j'ai aussi un problème qu'on détruit les forêts régulièrement. On ne peut pas faire les mêmes erreurs que les autres. Tu vois, le système de développement doit être différencié. Le problème est que entretenons l'ancien pour que le jour où il y a un problème, on puisse favoriser. Je crois, monsieur, comme a dit que je parle de problème des rails. Si
le gouvernement était un gouvernement un peu sérieux. Ah bon? Un peu sérieux, oui. Je pense qu'on devait voir que les marchandises, les personnes aussi, ou passagers, le transport passager par voie, chemin de fer, devait déjà être résolu. Mais le gouvernement ne le fait pas parce que je pense qu'elle est tout simplement irresponsable et elle s'en fout royalement. Justement, la question des voies de contournement s'est posée avec acuité. Vous avez évoqué l'axe Ndokoti-Niala Yassa, dans le 3e arrondissement de Douala, qui a été engorgé pendant près de 4 jours. Des Camerounais qui ont passé près de 10 heures entre Douala et Yaoundé. La plupart de ce temps passé sur cet axe de quelques kilomètres, ce qui pose le problème des voies de contournement presque inexistants, non aménagées dans la capitale économique. Hervé Manuel. Écoutez, Napoléon, dans une de ses leçons à l'académie militaire, avait enseigné qu'un pays doit faire la politique de sa géographie, de son relief. Donc au-delà des faits divers qu'entraîne cet événement, nous devons sérieusement nous investir sur qu'est-ce que le Cameroun, quelle est sa géographie, quelle est sa pluviométrie, quelle est sa météo. D'abord, Douala est une des villes qui est presque au niveau de la mer. Oui. Mais bon, Amsterdam et Anvers sont au niveau de la mer, mais il n'y a pas ce problème. Tel Aviv aussi. Donc il faut qu'on rentre maintenant dans la prévision, et la prévision voudrait qu'on intègre la réalité. Vous ne pouvez pas avoir une région et une ville qui représente près de 40% de tout le produit intérieur de l'Afrique centrale et qui va passer pratiquement 40 à 60% des marchandises qui vont dans l'Interland passe par Douala. Tout à l'heure, quelqu'un disait que ça dessert le Sud. Non, ça dessert la République centrafricaine, le Sud-Soudan, le Tchad et même l'Est du Nigeria et le Niger. Donc, nous devons intégrer cela et faire en sorte quoi? Diminuer la densité de la circulation parce que ça devient comme l'entonnoir. Donc, aujourd'hui, il faut par exemple que les billes de bois ne rentrent pas à Yassa ou ne traversent pas le pont sur la Dibamba. Il faut prévoir un port sec ou artificiel en Sanara maritime et qu'on fasse le cabotage pour rejoindre les lieux d'embarcation de ces bois et même les diminuer pour des raisons d'environnement. Il faut prévoir réactiver le transport fluvial. La Dibamba est navigable. Et même l'Oncam, bon, même vous voyez le spectacle où l'Oncam finit en queue de poisson, je vous préviens, je serai encore en vie, que le jour où l'Oncam et l'Ouvuri vont réclamer leur lit, c'est-à-dire ce que Dieu leur a donné naturellement comme espace pour se mouvoir, il y aura inondation à Yabassi et en grande partie, on risque d'avoir l'inondation qui arrive dans le Oncam. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il faut intégrer la météo, l'environnement dans la conception de l'économie de tout le monde de la ville. Et ce qui s'est passé là est un avertissement. Et cet avertissement, ça veut dire, pour l'urgence, qu'on ouvre un peu les voies de décontournement, mais qu'on commence à réfléchir sérieusement sur la qualité de vie et surtout la place des transports. Nous sommes la seule grande ville au monde où il y a une route à l'intérieur de l'espace urbain qu'on appelle axe lourd. C'est jamais vu. J'ai vu à Sarcelles, on a fait des barbelés, ou à Washington pour que la population n'arrive pas. Vous avez l'axe lourd sous la cathédrale, sous la plus grande infrastructure urbaine qu'on appelle l'échangeur de la BCK. Vous avez tout ça. Donc, le moment est venu. Et là, on n'a pas un débat d'idéologie. Bon, donc, les excès, le gouvernement ne fait rien parce que le métier de procureur est le plus réparti au Cameroun. Mais il faut que ce soit une réflexion globale dans l'intérêt de tout le monde bien partagé. Justement, certains de ces projets ont été inscrits dans la politique des grandes ambitions, dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi également, Edmond Kamga, des projets concernant les infrastructures routières pour résoudre ce problème de la vétusté des infrastructures existantes au Cameroun. Quelle évaluation faites-vous de ces projets qui visent à résoudre ce type de problème qui s'est posé cette semaine? Il me semble que ce qui survient arrive fort à propos. Nous sommes dans un contexte électoral ou de pré-campagne électorale. Et le gouvernement, notamment le candidat du parti au pouvoir, devra défendre son bilan. Et les problèmes routiers font partie des débats qui vont se poser sur la table. Et je crois que les partis de l'opposition, ou en tout cas les partis dont les candidats
vont s'opposer à celui du pouvoir, vont mettre ça sur la table et on saura quel est le projet de société de chacun des candidats sur la question. S'ils en ont. Ils en ont probablement, je Merci, me monsieur le porte-parole de l'opposition. Vous permettez. Merci, monsieur Je Com. vous en prie, Edmond Kanga, allez-y. Oui, donc il y a un gros débat sur des questions des voies de communication dans ce pays depuis l'incident de Maniaï. Parce que il y a eu tout ce qu'on a vécu après Maniaï et ce qui se passe aujourd'hui. Je parlais tantôt du contexte électoral qui s'annonce et qui va donner lieu à des débats sérieux. Mais aussi, on est à quelques jours d'une mission importante, n'est-ce pas, de la mission de la CAF, qui viendra s'assurer de l'évolution des chantiers et de toutes les autres infrastructures liées, n'est-ce pas, à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il faudra faire très attention. Le Cameroun est dans une situation très difficile en ce moment. Il faut apprécier le fait qu'en 72 heures, on ait pu, en tout cas, les travaux provisoires qui ont été effectués sur cet endroit où la bus s'est affaissée aient pu être réalisés. Mais il faut dire que d'ici l'arrivée de la mission de la CAF, il faudrait que quelque chose soit fait pour trouver des solutions durables, pas des solutions cosmétiques, comme c'est le cas en ce moment. Parce qu'en réalité, la question de fond que tu poses, c'est est-ce que le gouvernement a pu réaliser tout ce qu'il a promis sur le plan des infrastructures routières? La réponse, il faut le dire, on ne peut pas dire que le gouvernement a pu le faire tel qu'il l'a Il faut préciser que cet affaissement des buses métalliques intervient après une forte pluviométrie observée au Cameroun. Les villes de Limbe, Maroua et Douala ont été touchées par une vague déferlante des inondations. Un bilan lourd selon la presse, près de 6 morts, parmi lesquels un enfant. Eli Smith. Limbe n'avait plus jamais vécu autant d'inondations. C'est la ville qui a enregistré le bilan humain le plus lourd concernant cette vague d'inondations cette semaine. Oui, c'est tout à fait normal que Victoria commence à avoir ce genre de problème, parce que quand il y a une urbanisation sauvage, vous devez vous attendre à tout cela. Je sais qu'on peut accuser le gouvernement, mais on doit aussi voir que les gouvernements locaux doivent aussi être un peu responsables, parce que quand vous arrivez à Victoria, ça c'est même l'inondation, bientôt il y aura les éboulements de terrain, parce que les gens construisent sur les pans de montagne. Il y en a eu justement durant cette semaine des éboulements de terrain, voilà. Et là où il y a eu des morts et des disparus. Voilà, donc ça veut dire que nous devions, c'est pourquoi je dis que notre système de développement doit s'adapter selon notre réalité, ou la topographie que nous sommes, et puis deuxièmement, nous ne devons pas aussi copier mot en mot ce que les autres ont fait. Donc moi, je ne voudrais pas aller accuser des gens, je sais que ça serait comme peut-être une musique. Pour une fois. Non, pour une fois, vous saviez, monsieur, ça devient comme une musique, vous avez dit la même chose, mais je crois que nous, en tant qu'individus, collectif, la presse, on doit éduquer des gens qu'il y a des endroits qu'on ne doit pas construire. C'est comme ici à Douala, à côté là où on appelle Saint-Tropez, il y a des zones marécageuses. Il faut préciser que vous parlez de Makepe, Saint-Tropez dans le 5e arrondissement. Exactement. Il y a des zones marécageuses que je vois où on construit des maisons, où on délivre des permis de construire. Donc c'est là la responsabilité des administrateurs locaux. Donc pour moi, c'est aussi un constat d'échec d'un système. Mais je crois que nous, en tant qu'au plan individuel, nous devions aussi apprendre à être responsables. Hervé Emmanuel, comme sur le lien entre ces incidents sur la route Douala-Yaoundé, ces inondations qui se multiplient dans les principales villes du Cameroun, sans qu'il y ait une gestion préventive de ces différentes catastrophes. Quelle est l'analyse que vous faites? Écoutez, d'abord, un principe, une des grandes sagesses de la vie, c'est que pour vivre heureux sur cette terre, l'homme, qui est l'occupant principal, doit vivre en harmonie avec l'environnement. Donc il faut que l'écologie, l'environnement soient au cœur de toute politique. Vous ne pouvez pas construire le bien-être social, le bien-vivre dans un espace sans respecter l'environnement et, comme disait Eli Smith, la nature de cet environnement. Quand je l'ai dit, je voulais aussi, s'il vous plaît, parce que Equinox et Droit à Réponse sont très écoutés, il faut dire des choses qui soient quand même pertinentes. Aucune administration ne peut donner un permis de construire sur une zone inconstructible. C'est impossible.
Mais là où Eli a raison, c'est la complaisance de laisser faire, ou par exemple, les mêmes que vont défendre certaines personnes ici en disant « Oh, c'est de la violence » lorsqu'on va demander de libérer tous les abords des aéroports qui sont inconstructibles, ce sont les marécages. Au centre de Douala, vous prenez derrière Ngonsoa, tout le camp Yabassi, la moitié inconstructible. Quand on arrive alors à Mikepe, Misoke et tout ça, à mon enfant, j'allais pêcher les poissons jusqu'à ces endroits où je vois aujourd'hui des immeubles dans le marécage. Et là, c'est la responsabilité individuelle de chacun de nous. Mais il y a eu plusieurs missions gouvernementales qui ont identifié ces zones comme des zones dangereuses, mais aucune mesure annoncée par le gouvernement n'a été clairement mise en place. Tout à fait, Cédric. Et c'est là que je dis, cette espèce de laisser-faire administratif devient une complaisance, une faute de management public. Parce que quand on a la conséquence, on ne voit plus les gens. Regardez là où se trouve le bus qui a cédé. Plusieurs ne se souviennent pas, mais une autre bus avait cédé il y a quelques années, à 2 pas de là. Ce sont les rivières de contournement, de dégagement, parce que je le dis encore, Limbe par exemple est presque au niveau de la mer. Limbe est presque au niveau de la mer. Et les gens qui s'amusent à aller sous couvert en croyant que même une roche ne peut pas se dégrader, regardez ce qui se passe sur la falaise de Sanchou. Ce sont les morceaux de granit et tout qui se détache tous les jours. Il faut respecter la nature. Et moi, j'ai vécu dans une ville européenne que vous connaissez, Paris. Il y a des inondations à Paris, tu le sais. Il y a encore eu là. Oui. C'est-à-dire que dès que l'homme s'amuse à penser qu'il peut dominer la nature et qu'il peut lui imposer des éléments qui ne relèvent pas de ce que Dieu nous a distribué ensemble, eh bien, un moment, il est rattrapé. Alors, pour faire court dans tout ça, je crois simplement qu'il y a un plan d'occupation de sol à Douala, qu'il y a les plans d'occupation de sol et qu'ils doivent être appliqués par tout le monde, y compris les groupes d'intérêt puissants. La plupart des inondations que nous avons dans cette ville, ce sont des gens connus qui ont construit sur les grains. La plupart, et moi je peux donner le nom puisqu'ils ne me font pas peur, ils me je vous en prie. Bon, alors vous avez des hôpitaux sur les drains, des résidences qui perçoivent des loyers sur les drains, vous avez tout et tout sur les drains, et lorsque ça bloque, on ne va pas avoir qu'en amont, il y a même des footballeurs, les dieux du football qui ont construit sur les drains, et qui se vantent en public. Alors ça c'est criminel. Il faut le dire, et ce n'est pas une question idéologique. Sur cette question, on n'a pas besoin de bataille idéologique. Il faut que l'autorité de l'État impose cet ordre pour protéger les plus faibles. Justement. Et les gens qui viennent de partout dans le pays, qui veulent vivre à Douala, et qu'on laisse installer par exemple à Makape Misoke, tout le monde sait que Makape Misoke n'a pas vocation à rester là. Vous comprenez? Donc moi je crois aujourd'hui, Cédric, que vous faites bien de nous interpeller et que chacun prenne ses responsabilités. Sur la gestion justement de ces catastrophes, Edmond Kamgia, comment évaluez-vous la réaction du gouvernement face à ces multiples inondations? Il y a eu quelques descentes du gouverneur du sud-ouest. Douala a été complètement inondé, des images de désolation publiées dans la presse. Comment appréciez-vous la réaction du gouvernement face à cette nouvelle vague d'inondations? Elle a d'abord été timide, mais par la suite, après la sortie, n'est-ce pas, du Premier ministre qui interpellait les différentes autorités sur la question, je pense que très vite, on a vu sur le terrain des autorités administratives locales bouger, aller vers les lieux, approcher les populations, présenter leurs sympathies, leurs condoléances, et ça, c'est appréciable. Il y a un homme politique candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, qui estime qu'il y a eu un manquement de la part du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, les sapeurs-pompiers, qui selon lui ne se sont pas assez mobilisés pour encadrer les populations. Un manque d'assistance selon lui. Quelle est votre analyse à ce sujet? Il faut le dire, il est dans son rôle. Ah bon? C'est un responsable politique. Il a la liberté de se prononcer sur des sujets selon sa perception. Et moi, je donne la mienne par rapport à ce que je vois. Je ne peux pas juger la position du professeur Kamto sur cette question. Mais il faut dire quand même que ce type d'événements qui surviennent régulièrement, et ça devient un peu comme des marronniers dans ce pays. Chaque année, il y a des éboulements, chaque année, il y a des inondations. Je le disais tantôt, par rapport surtout pendant la même période pratiquement.
Et je m'inquiétais de ce que ce sujet qui peut donner lieu à prévision ne l'est pas. Je dois dire que l'intervention, ces dernières années quand même, il faut le dire, des autorités, il y a comme une amélioration. Il faut le dire, il y a une certaine amélioration. Il y a une certaine prise de conscience. C'est vrai que la vitesse n'est pas celle qu'on aurait souhaité, la vitesse d'intervention. Mais on sent une véritable préoccupation des autorités administratives, même également des autorités locales, qui malheureusement n'ont pas toujours les moyens pour apporter des réponses efficaces au drame. Justement, Élise Messieu, la question, le protocole de gestion des catastrophes au Cameroun, avec cette vague d'inondations que vous avez vue et ces images des familles dont les domiciles ont été complètement inondés, de nombreux dégâts matériels, des morts. Comment est-ce que vous appréciez cette gestion de ces catastrophes durant cette semaine, aussi bien dans les différentes villes du Cameroun, Douala, Maroua et Limbe? Premièrement, vous savez, est-ce qu'on a un système d'aide ou un système de catastrophe? Vous avez les pompiers, que ça ne marche pas. Moi, il y a un problème. Est-ce que c'est normal que chaque année, les mêmes choses se font et puis ça ne s'améliore pas? Vous êtes peut-être content qu'aujourd'hui, le Premier ministre... Est-ce que le Premier ministre doit d'abord parler pour que le gouverneur sorte pour aller voir? Je crois qu'on doit être sérieux. Si par exemple il y a les gens qui consultent sur les drains, ce n'est pas parce que tu es membre du RDPC ou d'un autre parti ou du SDF. Je vous conseille de cela, monsieur, ou vous êtes un riche footballeur et on vous laisse. Regardez, si vous allez à Bonham Sadi, si j'ai oublié à votre gauche, ça dépend de la manière que vous venez, sur le lit de cette rivière, il y a une grosse maison qui est là que tout le monde voit. Elle appartient à qui? Bon, il y a aussi une quincaillerie qui appartient à un leader du SDF à Douala. Bon, vous avez votre fixation avec le SDF, c'est normal. Tu la connais, la maison du premier? Oui, je connais la maison du premier, mais je me dis qu'il faut que le gouvernement... Vous en prie, sans publicité, sur le problème de fond concernant la gestion des catastrophes. Non, je crois que pour être sérieux, le gouvernement doit être sérieux et il ne doit pas avoir les vaches sacrées. Ça veut dire que si on doit casser des maisons qui sont sur des drains, on les casse et on cherche de les relocaliser. Et deuxièmement, nous devions avoir un bon système de respect de l'environnement. Donc ça veut dire que on n'a pas un bon système de société civile qui est tourné vers l'environnement, qui encourage les gouvernements à les apporter et de respecter l'environnement. Et quand on ne respecte pas, on doit avoir les conséquences. Sur cette question, j'aimerais avoir la réaction de Serge Sorok qui nous rejoint à l'instant. Serge, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu ces inondations à Douala, Maroua, Limbe. Vous avez vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des vidéos devenues virales montrant la désolation et les conditions de vie difficiles des Camerounais. Comment appréciez-vous la gestion de cette catastrophe? Quelles sont les causes, selon vous, de ces inondations qui se multiplient? Première question, la gestion des catastrophes est nulle. Il n'y a eu aucune gestion de catastrophe parce que justement, et cela me permet de me souvenir de l'écrit de Jean-Marc Ella, l'Afrique des villages, où il posait la problématique de la gestion politique de la ville. Ça veut dire que nous sommes en pleine navigation à vue avec l'absence de boussole. C'est un échec de 60 ans. Ce n'est pas seulement dans les villes que vous avez citées, c'est partout dans le Cameroun. Ça pose deux problèmes. C'est-à-dire que l'absence de prévision et l'absence d'éducation à la citoyenneté et le déficit maintenant de répartition des rôles. Quand on pose le problème de la décentralisation, est-ce que c'est au gouverneur de venir régler les problèmes de la voirie urbaine? Non, c'est au maire de le faire. Est-ce que c'est au gouverneur de faire réagir les sapeurs ou bien les institutions qui doivent s'occuper en cas de catastrophe des victimes? Non, ce n'est pas au gouverneur. L'État met en place des structures pour que ça arrive. Troisièmement, maintenant on pose le problème fondamental. Comment se fait-il que pendant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, maintenant, M. Biya au pouvoir, on est à 40 ans, comment se fait-il que depuis 40 ans, le même problème est récurrent et il n'y a pas de solution? Et vous avez des gens, je suis très content qu'ils soient sur votre plateau, qui viennent vous dire qu'il y a un programme. Et ils posent le programme souvent des autres. Moi, à mon avis, c'est qu'il faut revenir très vite à l'essentiel. Il faut que les Camerounais arrêtent la navigation à vue et résolvent les problèmes à la racine. Et la racine, c'est un problème politique, un problème de définition claire des options politiques, de leur application, de la mise en place des hommes qu'il faut. Vous avez un ministre, tout un ministre de la décentralisation qui est dans l'illégalité et qui s'occupe d'autre chose que des problèmes fondamentaux que vous posez ici devant votre plateau. Comment on va faire pour que ici à Douala, moi je suis arrivé en retard, vous voulez que je vous dise pourquoi?
Les caniveaux sont bouchés. Mais les caniveaux sont bouchés et il y a un véhicule qui s'est renversé dans un caniveau et qui m'a complètement mouillé. J'étais obligé de rentrer à la maison pour revenir. Et ce monsieur, personne, il est encore dans la rue là. Parce qu'il ne voyait pas la route est inondée. Vous avez des gens qui sont chargés chaque année. Quand vous allez voir tout à l'heure, on va mettre les jeunes enfants pour curer les caniveaux. On vous dit qu'il ne faut pas faire travailler les enfants. Ils mettent les enfants dans les caniveaux pour les curer. Une fois qu'ils ont mis les détritus dehors, il pleut le lendemain, ça rentre dans les caniveaux et ils sont payés. Et les gestionnaires des crédits publics sont là, ils les voient, personne ne réagit. Pendant 30 ans, nous sommes en pleine élection et ces messieurs sont en train de danser tous les jours pour dire qu'il faut repartir, redonner le pouvoir aux mêmes personnes. Vous comprenez la question des politiques de développement local avec les communautés urbaines qui existent et les mairies sur la problématique du drainage des eaux de pluie dans la capitale économique du Cameroun, mais aussi dans d'autres villes du pays. Les mairies qui se plaignent parce qu'elles n'ont pas les moyens conséquents pour pouvoir justement juguler ce problème. C'est l'une des épines dans cette décentralisation que le RDPC défend depuis de nombreuses années. Hervé. Bon, je suis content que de temps en temps, qu'il y ait hors sujet dans un débat qui était jusque-là d'un très grand niveau et qu'on le ramène à un niveau de quartier de bar. Mais je veux quand même répondre. Je ne savais pas que Paul Biya avait influence sur la météo. Là, je viens d'apprendre, on entre en pleine sorcellerie ici. La campagne électorale n'autorise pas que chacun vienne avec un charabia approximatif, dire n'importe quoi. Les pays les plus développés au monde connaissent de temps en temps des catastrophes, des inondations de villes. C'est l'homme. L'homme, quel que soit son pays, son parti politique, sa religion, qui parfois prend trop de liberté avec son environnement. Quand je l'ai dit, c'est pour dire quoi? Je suis d'accord avec Lee Smith. Nous devons rentrer dans un système de responsabilité où la victime ne doit pas tout le temps être affranchie de ses responsabilités dans la cause de ce qu'elle subit. Cette espèce de construction sauvage, d'occupation, sous couvert que, bon, si vous allez toucher les bensirineurs, on vous dit qu'il y a élection bientôt, il ne faut pas les toucher. Moi, je ne suis pas dans cette école. Et l'ordre public n'a pas besoin d'être pris en otage par le temps de politiciens. Donc, il faut qu'on revienne à la rigueur où les zones inconstructibles doivent être libérées, tout le monde les connaît, et que l'administration doit être inflexible de ce point parce qu'il s'agit de notre sécurité collective. Quant aux différents programmes, je regrette, vous savez, quand il y a inondation, on ne vous demande pas votre carte du RDPC pour circuler. J'ai un de mes camarades dans mon comité de base qui a vu son mur partir hier avec tous ses vêtements. Il est venu en pleurant me voir hier. Je lui ai dit, écoute camarade, je vais être solidaire de toi, mais je vais te dire la vérité. Est-ce que tu avais le droit de construire là où tu as construit? Il m'a dit non. Et c'est un militant du RDPC. J'ai dit oui. Donc les conséquences, maintenant, Dieu merci, tu n'es pas mort, et il faut regretter les drames des morts, mais il faut que dans notre société de responsabilité, que les démagogues et les populistes cessent de caresser l'opinion. Alors quand on a dit cela, ça veut dire, je suis d'accord, même avec les procureurs comme Edmond Camilla, qui trouve jamais quelque chose de bien dans le gouvernement pour dire qu'il faut qu'on fasse des choses parce que ça devient un problème. Mais je vous ai dit, j'ai vécu 35 ans à Paris. Il y a des inondations à Paris. Le pont Alexandre III est souvent noyé dans les eaux. Pourtant, ils ont les meilleurs météos. France est connu pour être un des meilleurs centres d'analyse de la météorologie dans le monde. Justement, donc, la nature est commandée par Dieu. Mais l'homme doit... Ces questions concernant les inondations qui touchent presque tous les pays du monde, mais on observe qu'en Afrique subsaharienne, c'est un problème qui se pose avec acuité. Non, partout c'est pareil. Non, c'est pas pareil partout. Également, vous n'avez pas voyagé je vous en prie, Hervé Emmanuel. Le Bangladesh est envahi. Permettez à Edmond Camilla de s'exprimer sur la question. Les politiques d'urbanisme dans les villes africaines, notamment au Cameroun, que faut-il faire pour pouvoir éviter que ces inondations ne causent encore de nouveaux drames alors qu'on est en pleine saison des pluies? Edmond Camilla. Il me semble que le gouvernement devrait, pour une fois, je ne sais pas, on parle souvent des états généraux. Peut-être qu'il faudrait organiser des états généraux sur cette question, puisque c'est devenu un phénomène de mode au Cameroun. Mais pour être plus sérieux, disons que le gouvernement doit véritablement en faire un sujet de préoccupation. Pour que chaque année, on ne se retrouve pas devant les mêmes situations. Parce que j'ai dit, c'est chaque année, à la même période, c'est les mêmes problèmes.
Ce n'est pas normal, les causes produisant les mêmes effets. Ce n'est pas normal. Il faudrait bien qu'on en sorte, que chaque année, il y ait moins de victimes. C'est vrai qu'on ne peut pas, l'homme, par rapport à ses actions sur la nature, subir les conséquences de ses actions. Le disait tantôt Hervé Com. Et je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Mais il faudrait qu'au-delà de ça, que les politiques publiques, lorsqu'elles sont adoptées et mises en œuvre, tiennent compte des conséquences sur l'environnement. Par exemple, la protection civile. Effectivement. On n'entend pas parler, les pompiers, vous avez... Je suis d'accord avec moi, je suis d'accord. Au ministère et ça ne dépend pas de celui qui gouverne. Il faudrait donner les moyens à ces directions-là. Parce que je n'ai pas beaucoup senti la direction de protection civile ces dernières années, notamment dans les inondations à l'extrême nord. On en parle, mais on ne les sent pas sur le terrain, parce qu'ils doivent travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Et ces structures, malheureusement, n'ont encore pas de moyens. Et s'il faut rentrer en profondeur, vous vous rendrez compte que c'est parce que la décentralisation n'a pas été effective. Si elle avait été effective, tous ces drames, on ne les rencontrerait pas, en tout cas pas dans les mêmes proportions actuelles. Cette question de la décentralisation pourrait être abordée lors de la conférence anglophone générale prévue à la fin du mois d'août 2018. L'initiative a été lancée par son éminence Christian Cardinal Toumi et d'autres leaders religieux. Objectif, faire une rencontre entre les fils et les fils et filles des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Eli Smith, une initiative qui a suscité de vives réactions cette semaine. De quoi il s'agit concrètement? Quels sont les objectifs de cette conférence anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018? Et les objectifs, premièrement, je pense que ça devait être bien que vous, avec l'âge, l'éminence cardinal Toumi a fait cette initiative pour que les anglophones puissent se réunir pour avoir un front commun. Parce que quand vous parlez de la décentralisation, moi, ça me fait un peu rire parce que le même gouvernement a dit que ce pays doit être un pays décentralisé depuis 1996, ça n'a jamais été appliqué. Donc maintenant, dans la communauté anglophone, il n'y a pas un seul point de vue. Il y a d'autres qui sont pour la sécession, il y a d'autres qui sont pour le retour à 2 États fédérés comme en 1961, qui est possible. Il y a aussi d'autres, quel qu'en soit le cas, qui auraient souhaité que la décentralisation puisse être appliquée, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Donc l'esprit fait que il faudra que les gens s'asseyent, des anglophones, aient un avis commun qu'on va éventuellement soumettre au chef de l'État le jour qui décidera qu'il ne veut pas laisser le Cameroun comme Mobutu ou Siad Barré. Donc voilà, ça, donc c'est quelque chose bien qui doit être encouragé parce que le monsieur Toumi, l'éminence cardinal Toumi n'a pas d'objectif politique. Le problème, tu parles à sa place. Non, quand tu vois un papa comme cela, il n'est pas quelqu'un. Et les gens qui sont venus, quand vous voyez par exemple l'imam de la mosquée centrale de Bamenda, qui vient ici à 16h, qui repart à 18h ou à 19h, ou l'imam de la mosquée centrale de Bouya. Ça veut dire que c'est les gens de l'église. Ils n'ont pas quelque chose, ils ont seulement vu que les politiques ont échoué. Les élites, soi-disant anglophones, fabriquées par M. Paul Biya, ont échoué lamentablement. Donc maintenant, il faudra qu'on s'asseye, les vrais représentatifs décident de l'avenir qu'ils ont dans le Cameroun. Même si vous voulez vous séparer, vous devez quand même discuter. Même si vous voulez regarder la forme de l'État, et j'insiste, on monte, on descend, la forme de l'État camerounais doit être touchée profondément parce qu'il y a eu jurisprudence déjà. Quand vous avez touché 172 ou retouché en 84, ça veut dire que vous avez mis une certaine jurisprudence qui donne lieu ou qui donne voix qu'on doit rester, on s'assoit et on discute pour l'avenir de ce pays. Avant d'évoquer le contenu de cette conférence, Serge Soros, sur l'initiative qui a été mise en place par son éminence Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, la conférence anglophone prévue à la fin du mois d'août, à quelques semaines d'une élection présidentielle, au moment où la crise a atteint son pic dans ces deux régions. Que pensez-vous de cette initiative? Elle est très bonne. Elle est d'ailleurs excellente. Mais avant que je n'aborde cette question, permettez-moi de lever un pan de voile sur des propos qui étaient avancés tout à l'heure et qui semblent, si vous savez, cette stratégie de la diversion, quand on veut parler des questions fondamentales, les gens s'arrêtent à l'écume des vagues. Le problème qui était
Les problèmes sont liés dans un pays qu'on gouverne comme le Cameroun. Nos inondations ne dépendent pas simplement de simples phénomènes météorologiques. Il s'agit d'une ineptie dans la gestion de la gouvernance urbaine dans ce pays. Et le premier responsable est connu parce qu'au Cameroun, on est dans un système présidentialiste. Il y a un gouvernement bis à la présidence. Tout le monde vous dit que personne ne fait rien ici si la présidence n'a pas décidé. Alors, il faut que certaines personnes qui prétendent être du RDPC, qui tantôt vous disent que leurs camarades, tantôt on ne sait même pas ce qu'ils disent réellement, s'ils valent quelque chose, ne viennent pas sur des plateaux de télévision faire les shows et laisser les Camerounais sans solution. La première solution, c'est que si on a avancé, monsieur Hervé, permettez-moi de vous allez réagir tout à l'heure. Je vous en prie, restons courtois sur les questions de fond. Je le suis. Je dis donc ceci. Pour résoudre le problème que vous avez posé en début de ce débat, il faut qu'on aille donner les questions de la responsabilité de la voirie urbaine aux citoyens. C'est parce que les citoyens sont dépossédés de leurs droits qu'ils font du n'importe quoi et qu'on est dans l'Afrique des villages. Et quand quelqu'un n'est pas conscient de la propriété citoyenne de ce qu'il veut poser comme acte, c'est là qu'il pose des actes que lui-même, M. Nkoum, décriait. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, mais c'est que nous sommes dans une sorte de laisser-aller où chacun se croit permis de tout, et commencer par leurs propres camarades. Il les a cités. Je ne vois pas pourquoi il veut divertir les Camerounais. C'est la cause fondamentale. Donc c'est la gouvernance politique qui est fondamentalement incriminée ici. Maintenant, sur le débat de fond de la World Anglophone Conference, c'est une très belle initiative. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de reposer le problème national camerounais tel que l'UPC l'avait posé dès le départ. Il s'agit de résoudre la question de la réunification des deux Cameroun. Parce que les gens ici font de l'histoire quand ils naissent. Il est de quel UPC? Quand ils sont nommés. Je vous en prie, permettez-moi d'élaborer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'UPC pose le problème du Cameroun, il pose la réunification comme préalable pour que les Camerounais avancent entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Et c'est à l'ONU. Et comme M. Nkoum n'a pas une culture historique avancée, il oublie que l'article 4 qu'on avait demandé de réviser demandait qu'on laisse les Camerounais décider de leur avenir. C'est-à-dire le Cameroun occidental, le Cameroun oriental s'assoient et disent comment ils vont s'auto-gouverner. La France est opposée à ça. Elle a fait comme Atangandi est en train de faire, en nommant des gens qui vont être, entre guillemets, des interlocuteurs valables. C'est écrit et conseillé dans les documents, pour ceux qui ne le savent pas. Je donne les dates. C'était en 52. Ceux qui devaient représenter comme interlocuteurs valables au Cameroun, c'était Okala, Betote Akwa et le sultan Seydou et le sultan Amanou. Je donne les noms, allez vérifier. Le sultan Seydou et le sultan Al-Khali ont refusé. Betote Akwa a refusé. Okala Charles est allé seul. Il s'est retrouvé là-bas avec Paul Sopo-Plizo. Paul Sopo-Plizo a refusé de prendre la parole. C'est pour ça que Oumniobe avait demandé qu'on le soutienne ici aux élections. Ils arrivent là-bas, la France décide qu'elle va donner d'abord l'indépendance au Cameroun francophone, Cameroun oriental, et qu'après elle va annexer, c'est écrit noir sur blanc, qu'elle va annexer le Cameroun occidental. Et au moment où cela arrive en 59, l'UPC repose le problème de la table ronde. Et aujourd'hui, l'initiative, cette conférence est convoquée pour qu'on s'asseye. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Monsieur Antagandi a dit qu'il n'y a pas un problème anglophone. Je suis désolé pour lui. Quand on parle de problème anglophone, on parle du problème du Cameroun occidental. Et il y a ce problème. Il faut que les Camerounais s'asseyent. Parce qu'on est au moins d'accord qu'il y a des accords. Quand on est d'accord qu'il y a des accords, ça veut dire qu'on peut discuter. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais qu'on doit s'asseoir. Maintenant, il faut qu'il n'y ait aucun sujet tabou. Même la question du fédéralisme doit être posée. Seulement, il ne faut pas qu'on oublie. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est une conférence pour les anglophones que ça veut dire que les francophones ne peuvent pas y participer. Au contraire, nous avons demandé à l'UPC d'y être parce que nous avons été à l'initiative avec le One Cameroun, avec K. Nous allons y participer parce que nous n'avons pas peur du débat. La question qui veut se poser là, on veut ramener les Camerounais comme c'était en 52. Ils ont déjà désigné des gens dans les partis. Après, ils vont dire, comme ils ont dit qu'il n'y a aucun problème, puisqu'ils ont déjà les résultats des élections présidentielles, ils vont dire que les Camerounais ont voté. Et après, le président de la République va prendre une décision qui sera une mauvaise décision. Restons sur cette initiative concernant la conférence anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018. Hervé Emmanuel Nkoum, le RDPC, comment est-ce que vous, au sein du comité central du parti au pouvoir, vous appréciez cette initiative qui est lancée par des leaders religieux pour résoudre et apaiser les tensions dans ces régions. Permettez-moi de vous dire que la prochaine fois vous m'invitez, prenez des dispositions pour que je ne regrette pas n'avoir pas été au courant. Je vous en prie. D'accord, non, je vous le dis fermement. Je vous le dis fermement.
D'accord? pouvez Je vous le y dis aller. fermement. Vous n'avez La pas été prochaine insulté fois- sur ce plateau, vous pouvez La justement, prochaine fois je que vous en vous prie, m'invitez, Hervé faites Emmanuel. l'effort de faire en sorte que ce soit entre gentlemen et qu'on puisse nous sommes éclairer, entre gentlemen et qu'on ici puisse sur ce éclairer plateau. l'opinion, mais pas l'enfumer. Maintenant, vous me posez une question, parce que je n'ai pas le temps à rappel. Il y a des gens qui ne peuvent pas me rencontrer, sauf peut-être à des événements comme à la télé. Sur La le fond, question est très importante. je vous en prie, allez-y. Vous me laissez parler. Voilà. La question est importante parce que l'initiative du cardinal en lui-même ne peut pas être contestée, mais je vais vous dire sur le fond et la forme où est-ce que ça pose problème. D'abord, son éminence Christian Cardinal Toumi, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je connais personnellement, n'est peut-être pas au courant du calendrier politique de ce pays. Il ne peut pas apporter une initiative en pleine campagne électorale qui commence le 24 août. Le 24 Le septembre. 24 Laissez-moi aller jusqu'au la- bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je- Laissez-moi aller jusqu'au bout. Et je sais pourquoi j'ai parlé d'août. D'accord? Vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout. Voilà que je n'ai pas une culture, mais je crois que j'ai plus de diplôme que celui qui l'a dit. Donc, l'initiative arrive à un moment où nous sommes en campagne électorale. Et le 8, nous allons avoir la liste officielle de candidats. Edmond, je crois que c'est ça. Oui. Donc, nous sommes dans une situation de campagne électorale. Et tout sujet ne peut pas être débattu sereinement dans un tel environnement, dans la mesure où les partis ou les candidats en compétition sont déjà dans la surenchère politique. Il faut laisser le peuple libre, souverain, décider de son avenir. Ça, c'est la première chose sur le plan du calendrier. Sur le plan de la forme est contestable. Et pour quelle Et raison? j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que c'est pas parce qu'on dit all anglophone que les francophones ne seront pas là. Donc, cette réserve est pertinente. Ça veut dire qu'on ne peut pas institutionnaliser dans un pays un et indivisible des zones d'apartheid où on va créer des catégories. Si vous m'invitez à une conférence des francophones du Cameroun, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas parce que ce sont déjà, vous allez planter les germes d'une division, d'une ségrégation de notre unité. Et la question qui se passe dans les zones nord-ouest, sud-ouest, est une question qui nous concerne tous. Moi, j'ai l'avantage d'avoir de la famille là-bas. Ma famille, au sens de la fratrie du sang. Ce n'est pas parce qu'ils parlent une langue qui nous a été imposée par la colonisation que ce qui les touche ne me toucherait pas. Donc déjà, sur le plan de la nature, de la forme, il y a problème. Et sur le fond maintenant, sur le fond, je suis désolé de le dire au cardinal, à l'éminence cardinal, il est contre-emploi dans cette affaire parce que s'il y avait le niveau de sérénité pour le débat dans cette affaire, on aurait posé cette question il y a 6 mois, 1 an. Ce serait un débat naturel. D'ailleurs, même la dite commission sur le bilinguisme devait récupérer une telle initiative si c'était. Mais nous rentrons dans une période où, en réalité, ça sera une compétition de programme contre programme. Ceux qui sont pour le fédéralisme, qui l'écrivent en noir sur blanc sur leur programme, le peuple souverain décidera. Nous avons un candidat, puisque vous m'imposez de commencer. J'avais demandé aux uns aux autres de garder leur souffle pour la campagne, mais si vous voulez qu'on la commence, nous sommes prêts. Le candidat du RDPC, sur le plan des institutions, a un programme. Le Cameroun est un et indivisible. Vous comprenez, Cédric? Donc, le peuple souverain, le 7 octobre, va trancher certaines questions. Ça ne sert à rien de venir embouteiller l'agenda politique national avec des conférences qui ne sont en réalité que des stratégies cachées pour venir au secours des gens qui ne sont plus audibles. Justement, Et nous allons les combattre, qu'ils se cachent même derrière les soutanes. Vous venez de suivre les exceptions Edmond Kambia que soulève Hervé Emmanuel Nkom concernant cette conférence anglophone, à la fois sur le fond et la forme, une initiative qui intervient en période électorale, au moment où les candidats vont commencer à se déployer sur le terrain. Que pensez-vous de ces exceptions qu'il soulève concernant cette initiative du cardinal Christian Toumi? Je ne partage pas le point de vue. Naturellement, je le savais. Sur la forme comme sur le fond. Sous d'autant que sa position est
contradictoire. Elle s'oppose même à la position du gouvernement. Ah bon? Parce que, oui, ça il faut le dire. Quel Le porte-parole du gouvernement a non seulement apprécié l'initiative, mais n'y a vu aucun problème de calendrier. Ah oui, il faut le dire. À moins que vous n'ayez pas suivi la sortie du ministre de la J'ai une Communication. proximité avec Il est le ministre de la d'accord. Communication plus Monsieur serrée que vous. Chiroma, Je vous en prie, Hervé dans Manuel, sa permettez sortie, à il y a Hervé quelques heures seulement, hier, Il a il est approuvé. d'accord pour l'initiative. Ah bon, pour une fois, il je n'y suis voit contre. aucune contradiction pour le Je calendrier. suis libre de ne pas être d'accord. Il y a des réserves qui ne Je sont pas suis celles libre que de vous ne avez pas être soulevées. d'accord, monsieur Kemga. Je vous en prie, Je suis Hervé. libre de ne pas être d'accord. Hervé Emmanuel, permettez. Je ne suis pas ici comme porte-parole du gouvernement. Je suis Hervé, ici comme un homme libre, Hervé Emmanuel, un citoyen permettez libre. à Edmond Kamga de donner son point de vue Non, sur il le dénature sujet mon intervention. en question. Je vous en prie, Edmond, allez-y. Vous avez la parole. Effectivement, je dois dire que l'initiative est bonne. Elle est même géniale. Elle est excellente, elle est même comme l'a dit Dieu. quelqu'un sur ce plateau. Parce que l'une des finalités, c'est de promouvoir la paix et l'harmonie, la cohésion sociale dans ce pays. Et c'est même inscrit dans la déclaration, l'expression promouvoir la paix, l'harmonie et la cohésion dans la société. Et il faut dire qu'ici, son éminence cardinal Christian Toumi s'est entouré d'autres dignitaires religieux, notamment l'imam central de la mosquée de Bamenda, l'imam central de la mosquée centrale de Boya, et il y a eu un presbytérien. Et je dois rappeler que le pasteur presbytérien appartient à l'église de M. Nkom. Oui, Vous devriez apprécier cette initiative. Monsieur, vous n'avez pas l'âge pour me dire ce que Donc je le dis en passant. Je suis petit-fils de pasteur et resté dans votre religion. Chez les presbytériens, Monsieur, vous permettez? Oui, vous avez invoqué mon presbytérien. Oui, c'est pour dire que votre église est impliquée dans cette bonne initiative. Non. Monsieur, restons sur le fond. de la Restons sur le fond. Maintenant, sur le fond, la General All Anglophone Conference, annoncée pour les 29 et 30 août à Boya, nous rappelle, il y a 25 ans, une initiative. En 93. En 93 à Voilà, Boya. c'était un Il y en a eu une autre, un an plus tard, en 94 à Bamenda. Il faut dire ici que l'initiative suivait un moment capital. Il n'y a pas incompatibilité entre l'organisation de l'élection présidentielle et l'organisation et la préparation du débat national. Parce que l'idée de ce projet, le projet d'organiser la conférence, la All General Anglophone à Boya, c'est une étape vers le débat national. Sur les différents plateaux, il y a plusieurs mois dans ce pays de télé, on a tendance à dire, ils vont débattre avec qui? Le gouvernement va débattre avec qui? L'opportunité offerte dans cette conférence-là, de savoir avec qui le gouvernement va discuter. Parce que dans la déclaration de ces dignitaires religieux, ils disent que des personnes qui seront conviées à cette réunion, qui vivent au Cameroun comme dans la diaspora, vont arriver et désigner les représentants par groupe de femmes, les groupes de jeunes, les catégories socio-professionnelles, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est très bien organisé. Et je suis heureux, et c'est l'une des rares fois que je peux citer le ministre de la Communication, Issa Chiroma, qui a apprécié l'idée, qui a dit que c'est une bonne initiative, dès lors que ça promeut la paix et l'apaisement. Il a simplement dit. Ah bon, vous mettez les nuances maintenant. Non. Il a apporté ses propres réserves, qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes téméraire parce que vous êtes loin de savoir. Non, je suis honnête et je suis exact. C'est un ami, vous êtes loin de savoir. Je retranscris les propos du ministre de la Communication. Il a simplement dit qu'on ne pouvait pas mettre au même niveau d'égalité une armée nationale, et les groupes armés et les bandes armées. Ça, il a dit. Justement, à votre suite, Edmond Kamga, des conditions préalables ont été posées pour l'organisation de cette conférence anglophone. Eli et Smith, le cardinal Toumi a voulu être clair à ce sujet, s'adressant au chef de l'État, comme l'a indiqué le quotidien Le Jour. Quelles sont les conditions posées dans l'espace d'un mois qui doivent être résolues avant cette conférence anglophone? Bah, si vous en référez au communiqué qu'ils ont sorti... Tu as le communiqué j'ai le communiqué, je peux vous le redonner, M. Nkom. Ok. Et M. Nkom a dit quelque chose qui est extraordinaire, M. Nkom. Ouais. Vous avez dit que monsieur le ministre de la Communication, vous le connaissez très bien, vous connaissez ce qu'il pense. Donc ça veut dire qu'il y a double langage. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit que mon collègue a cru qu'il est pour l'apaisement, derrière ils ne veulent pas. Donc là vous planez. Edmond dit n'importe quoi. D'accord, mais je crois que ce que l'éminence et les autres, parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Il y a par exemple George Fochang,
qui est le synod clerk de Presbyterian Church, Oui. donc qui est, et puis l'imam de... Qui n'a pas signé. Bah écoutez, il a signé. il a signé, il en a le copie. Mais je crois que les Le document est signé. Les conditions préalables qui ont été posées Le document est signé. par Le document signé. les différents Je comprends. organisateurs de cette Oui, conférence. les conditions, c'est que tout le monde, toutes les pensées et opinions anglophones sont ouverts, y compris ceux que le gouvernement a poussé qu'ils se défendent avec les armes, Ah non. ou ceux qui sont... Oui, je vais revenir si vous voulez. Je vous dis, tout le monde doit venir. Tout, oui. Tout le monde, et parce que si tout le les monde... terroristes. Non, bah en tout cas, vous savez que, une appellation vous quand savez on veut chasser les que gens. ceux qu'on Nous appelle mettons les appeler terroristes, Mapeda. voilà, Ah ceux oui. qu'on appelle les terroristes sont les combattants de la liberté des autres. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui ont tué Oumniobe, Wanji Ernest, les Takala appelait Célestin, terroristes. Wambolo Courant, on les appelle les terroristes. Mais aujourd'hui, Ils sont on des- commence, ce des sont les héros nationaux. Donc les mêmes gens aujourd'hui que mon grand Hervé Nkom appelle les terroristes, demain il va les fêter comme des héros Ah nationaux. non, ah non, Parce monsieur. que eux, ils sont Ah non, libérés. monsieur. Donc, autre Restons- jour. Restons Oui. sur ces conditions, je Oui, crois. les conditions sont que tout le monde puisse venir pour qu'on ait une certaine opinion, parce que c'est très facile aujourd'hui. Quand vous demandez au cardinal, c'est très facile que vous trouvez des groupes des anglophones qui vous disent que 90% des anglophones veulent l'indépendance. Ou la fédération. Ou d'autres disent que la fédération. On essaye un peu de minorer, parce que ce n'est pas comme les francophones de grâce. Il y a d'autres gens qui aussi croient que si ce gouvernement aimait ce pays, au moins ce qu'ils ont promis comme la décentralisation, ils devaient appliquer. Donc c'est une occasion aussi que les gens viennent s'asseoir, qu'on est les représentants, que le gouvernement, les amis de Nkomo ont toujours refusé qu'il n'y avait personne à discuter avec, et que deux, qu'on ait un certain point d'ordre de jour commun pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Et deuxièmement, monsieur Nkom parle que les élections, pour moi personnellement, je crois qu'il ne doit pas avoir élection Non, voilà, dans un c'est pays. clair. Non, C'est la guerre dans trois non, propositions. parce que je vais C'est la vous dire guerre dans trois Permettez régions. qu'il exprime son point de vue, Hervé Manu. Attends, je conclus. Parce qu'il y a Oui, quelque si chose qui je va veux se bien passer. ça. Il y a quelque chose qui va se passer, monsieur Nkom. Je vous annonce déjà. Oui, oui. Quand vous allez organiser les élections où 20% ou 30% de la population n'a pas participé, ça veut dire... Comment tu le sais? Ça veut dire exclu. Vous avez déjà exclu une Comment partie. tu le sais? Non, attendez, je conclus. Vous allez exclure 30% de la population et puis déjà, on doit... Est-ce que ça ne doit pas être invalidé cette élection? Un, le résultat. Et deux, nous avions eu le cas d'autres partis et que vous comptez. Votre ami Gbagbo, que vous aimez, le C'est mon social. ami. Oui, Voilà. c'est mon ami. Vous Ça avez n'a rien à un... voir avec l'idéologie. Bon, C'est mon ami. ah bon, ben c'est normal, c'est Tu un as été libéral. l'ami de Sassou Nguesso. Oui, oui, toujours, je suis toujours. Voilà. Et autre chose pour conclure, si vous organisez une élection dans un pays où 30% des gens ne le sont pas, vous avez parmi ces candidats présidentiels des brillants avocats et vous allez voir que ça va invalider ces Non, résultats et ça va créer les prémices d'une autre instabilité que peut-être C'est ce que- vous c'est ignorez. ce que le Et je voudrais gouvernement- conclure. Moi, je viens ici avec la vraie constitution du Cameroun. C'est la vraie de fédéral. Mais tu Hein? maltraites la constitution. Non, je ne maltraite pas. Je viens ici encore. Il y a un article. Il y a Constitution un fédérale. article 47. 47. Oui, Et elle dit ceci. C'est aussi dans votre langue, monsieur Nko. oui, oui, bien sûr. Que No la bill mo- to... go, no bill to amend the constitution be introduced if it tend to impair Unity. the unity and Okay, integrity I know of that. the federation. Je Vous vois- avez déjà écouté, donc je crois que monsieur Ntoumi, le cardinal Toumi, Christian Toumi, aime tellement ce pays et ne veut pas que... Et je crois qu'ils sont même train de vous aider parce qu'il ne veut pas que demain, quand vous Justement. organisez votre élection et puis c'est Elie Smith, invalidé et ça n'a pas de base, Après votre donc de analyse, grâce. Elie Smith, il faut préciser que dans ces conditions posées par le cardinal Christian Toumi, il y a la libération des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise. crise. Il y a également le cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Excusez-moi une minute. Monsieur Ntoumi n'a pas... Tu sais, il a dit que si légalement... Légalement. Si, Il n'a pas dit qu'on les libère. il n'a pas dit demandé libérer. que Il a on dit refuse. si légalement. Il Voilà la pouvait se libérer. nuance. Voilà. Alors, J'aimerais d'abord avoir la réaction sur la question. Moi, je Alors, vous ai si dit- ces conditions qui ont été posées pour que cette conférence se tienne en toute sérénité, pour qu'il y ait une participation massive de ces populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest à cette conférence, est-ce que le gouvernement qui est interpellé à ce sujet est à même de résoudre
d'apporter des réponses satisfaisantes à ces conditions-là pour que cette organisation, cette conférence anglophone puisse se tenir dans des conditions idoines. Absolument. Parce que je vous disais tantôt qu'il faut que nous ayons toujours des repères. La tripartite a été organisée dans ce pays en pleine tourmente. Et on a avancé, il n'y avait pas de critique. Les gens ont même applaudi. Sauf que les mêmes gens ont retorpillé tout ce qui a été fait pendant la tripartite. Deuxièmement, lorsque vous lisez le communiqué, il ne pose aucun problème. Il s'agit de débattre et de sortir avec des conclusions qu'on pourrait appliquer ou pas. Ça dépendra des pesanteurs politiques. Nous sommes en politique. Troisièmement, lorsque l'implosion sociale est au bord d'un pays comme le nôtre, il n'y a que les aveugles qui ne le voient pas. Le Cameroun ne va pas échapper au cycle de l'histoire si les citoyens camerounais ne s'approprient pas leur histoire et en imposent une gouvernance objective. On peut être un pays fédéral et être uni. L'Allemagne est une république fédérale, elle n'est pas moins unie que la France. Moi, je ne comprends pas. On a pollué l'atmosphère et les gens disaient maintenant qu'ils ne viennent pas, ne les invitez plus parce que souvent ils n'apportent rien. Les gens veulent faire croire aux Camerounais que sur la république fédérale, elle n'est pas unie. Attendez, Cédric, les États-Unis sont un État fédéral qui est plus uni que les États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. Le débat de fond, il ne faut pas que les gens viennent jouer. Je suis content que le camarade Smith soit venu avec le communiqué. Camarade. Il est camarade. Non, il est de droite. C'est votre point de vue. Moi, c'est mon camarade. Il a apporté, j'ai oublié le mien. Le communiqué est tellement limpide et fait tellement avancer les Camerounais que je ne crois pas qu'il y ait manière à avoir peur. Mais je comprends pourquoi ils ont peur. Je vous ai dit en venant ici que les gens sont en train de préparer une implosion du Cameroun. Des gens comme Atangandi, même Issa Thiro, moi souvent, parce que les réserves qu'il a émises, après avoir déclaré tout ce qui est bon, la campagne va commencer autour du 20 septembre. La conférence ne gênera pas la campagne présidentielle. Au contraire, elle permettra aux gens de voir clair. Deuxièmement, cette élection est déjà décidée d'avance, parce qu'elle ne devait même pas avoir lieu, le pays est en guerre. On a suspendu les autres motifs qu'il y a plusieurs élections, on pouvait les organiser tous au même moment. Mais tout le monde sait ce qui se prépare. Il se prépare une confiscation du pouvoir pour le céder à qui on voudra choisir. Il faut que les Camerounais arrêtent ça. Je vous ai dit, cette conférence est bienvenue parce qu'elle permet aux Camerounais de résoudre le problème qu'on a refusé de résoudre en 48, qu'on a refusé de résoudre en 59, qu'on a refusé de résoudre en 92. Le principal contentieux historique. Il n'est pas dit que quand on va s'asseoir, ceux qui disent que le Cameroun sera fédéral vont gagner. Il y a des gens qui sont ouverts. Le vrai problème, c'est que notre pays est malade de sa gouvernance et de ses infiltrations flibustieuses politiques. Il faut qu'on arrête cela. Et que les vrais Camerounais qui veulent travailler en citoyen, je le rappelle en citoyen, parce qu'il y a des gens qui travaillent en mercenaires, même dans ce parti qui est au gouvernement. Voilà pourquoi ils ont nommé des gens dans les partis politiques et tout le monde veut aller aux élections. Justement, normalement, on devait suspendre l'élection. Justement, sur cette question, Serge Soro, permettez à Hervé Manuel Com également de pouvoir évoquer son analyse. Est-ce que le RDPC, ou du moins un certain militant du RDPC, redoute ces discussions qui pourraient mettre à nu le système de gouvernance ou faire pencher le système de gouvernance vers une nouvelle forme fédéraliste du Cameroun ou d'autres formes évoluées qui ne sont pas prévues actuellement et défendues par le parti au pouvoir? Écoutez, moi j'ai un âge où je ne décide pas des choses qui ne peuvent pas avoir lieu. C'est-à-dire que je crois qu'il faudrait qu'on parte quand même avec le même niveau de compréhension de ce que c'est que la République. La République a des instances de régulation de la vie nationale, même des instances où on gère ce qu'on appelle l'atelier de la loi, qui sont le Parlement, et puis le gouvernement qui régule. Aucune organisation privée ne peut prendre en otage la République ou faire le chantage à la République. Nous sommes simplement au Cameroun où, bon, tout le monde, vous savez, on a rompu la digue sous couvert de la liberté d'expression et tout le monde dit tout et n'importe quoi sans maîtriser les fondamentaux d'une République. Sur le fond, que les Camerounais puissent se rencontrer et discuter, quelle que soit la forme, sous réserve qu'elle respecte l'ordre public, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit, quand bien même le gouvernement déciderait que c'est une bonne chose, que moi, citoyen camerounais, on ne peut pas m'enlever ces droits, homme libre, je dis que même aujourd'hui, introduire une telle initiative pollue la campagne électorale. Et je suis heureux parce que mon ami... Est-ce que vous pensez qu'un dialogue national peut se tenir avant cette élection? Monsieur
Nifele Cédric, quand vous posez une question, donnez-moi le temps d'être clair. Vous me mettez en face de 3 personnes qui ont le même point de vue. Je peux avoir moins de 2 secondes pour expliquer le mien. Je vous dis donc que monsieur Eli Smith, mon ami, a dit quelque chose d'extraordinairement pertinent. Il révèle les agendas cachés derrière cette initiative. Ceux qui redoutent les élections, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le RDPC. Ce sont ceux qui ne souhaitent pas qu'elle ait lieu parce que pour eux, et ce sont des drôles de républicains et de démocrates, ils ont déjà les résultats d'une élection qui n'a pas eu lieu. Si ce n'est pas la sorcellerie, dites-moi. Donc, je reviens pour vous dire que, quand bien même, s'il vous plaît, monsieur, je ne vous ai pas interrompu, d'accord? Quand bien même le gouvernement, vous comprenez, Cédric, prendrait l'initiative d'autoriser cela, en tant que citoyen libre, et nous sommes des gens libres dans mon mouvement au RDPC, je mets d'une façon officielle une réserve en disant que cette initiative, dans la forme comme sur le fond, n'est pas productive de paix, elle est contre-productive parce qu'elle vient polluer, et je regarde dans les yeux ceux qui me regardent, elle vient polluer un agenda politique d'une république qui doit aller vers la paix. Et je termine en disant ceci, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Même avec les bonnes intentions, on peut créer quelque chose qui devient ingérable. Je refuse d'entrer dans une république de l'apartheid où on va s'exprimer par groupe linguistique. Après, ça va être un groupe sanguin. Après, ça va être la conférence de tous les albinos, la conférence des handicapés, la conférence des babimbi, des bassas, des nonos. Non, moi, je vais vous dire une chose. Nous nous battons pour l'unité de ce pays. Nous devons aller vers la paix. Et ceux qui ont choisi de lancer dans l'entreprise du chaos, qu'ils arrêtent. Maintenant, je règle un problème qui est quand même récurrent. Je n'ai rien à voir dans le problème du G20 ou la désignation. Et vous connaissez mon point de vue. Élie peut le dire. Je le répète en public, je l'ai dit sur un média très écouté. Je dis que tout ce qui est faisable administratif n'est pas politiquement ni juridiquement explicable et acceptable. Je refuse que dans un pays où il y a la liberté d'association, que l'État ou l'administration vienne désigner les responsables dans une association dont ils ne sont pas membres. Est-ce que c'est clair? Justement, il ne faut pas venir opposer aux démocrates un truc. Moi, mon père n'a pas été un militant des campus. Il a été un acteur. Et il a payé le prix très peu. Et ça me touche que dans un débat, vous ayez des gens qui prennent ça avec légèreté en pensant qu'on peut mettre tout le monde dans un même sac. Sur la question concernant cette conférence anglophone et les inquiétudes quand même qui émergent sur la capacité à la fois des différents leaders qui vont se retrouver durant ces discussions de pouvoir aller vers des discussions qui se déroulent dans des conditions de paix et qui visent à apaiser les tensions dans ces régions anglophones. Vous avez suivi les craintes et les doutes émis par Hervé Manuencom sur ce plateau. Quelles sont les garanties qu'il y a que cette conférence anglophone va justement permettre d'avoir un plan de sortie de crise dans les régions anglophones? Oui, je peux vous le donner, monsieur Nkom. Vous savez... Ah ben là, je sais que tu les fréquentes. Je vous en prie, Emmanuel, permettez-lui. Non, écoutez, monsieur Nkom, je ne suis pas Pierre. Voilà. Je fréquente tout le monde. Ah bon, donc tu fréquentes les sécessionnistes. Même les sécessionnistes. J'assume, je suis droit dans mes bottes. Le peuple a entendu. C'est pas grave, parce que visiter un sécessionniste n'est pas un crime de grâce. D'accord. Si dans ce cas, pourquoi monsieur Macron est allé en Nouvelle-Calédonie, aller à la grotte, là où on avait tué Jean-Marie Tjibaou? Pourquoi lui... Macron, c'est ton prophète. Revenons sur... Non, je suis en train de vous dire, non, c'est pas ça. Les garanties, donc je ne veux pas là dire que je ne suis pas un hypocrite. Si je rencontre même, si je suis loyal avec mes amis, et j'ai une philosophie politique, je suis ultra-libéral. Et je crois que dans le libéralisme, on doit permettre aux gens de se... même aux terroristes. Oui, même tout le monde. Non. Encore pour dire que non, le terroriste d'aujourd'hui ou ton terroriste, c'est le commandant de la liberté de cette conférence. Bon, pour le garantir, c'est correct. Un plan de sortie de crise. Oui, premièrement, vous savez, l'histoire du Cameroun anglophone que beaucoup de francophones oublient est que ça a toujours été la paix. Je vous demande que si, je vous répète, il n'y aura pas un préalable en disant que nous venons ici. Non, ils veulent la paix. Tu crois que les anglophones sont contents qu'on massacre dans leur village, on les tue chaque jour comme des petites bêtes? Non, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Oui, donc ça veut dire que c'est une occasion. Ils sont pas mandatés pour le dire.
Non, moi je le dis parce que j'ai vu, monsieur Nko. Vous avez une famille là-bas, vous croyez qu'à Victoria, des gens sont contents? Non. Alors, dans des grâces, tu es dans le et dit quand même aux gens du RDPC que ils sont aussi camerounais. Il peut quand même avoir le courage, comme le ZANU-PF l'a fait, comme l'ANC a fait, que quand vous avez quelqu'un qui veut vous rendre votre pays en seconde Somalie ou Soudan, vous le foutez à la porte. Vous cherchez quelqu'un d'autre. Tu parles de qui? Vous pouvez le dire. Donc, la garantie est qu'il n'y aura pas de feu dans la maison. Les gens veulent seulement soumettre leurs propositions. Et comment justement cette nouvelle de cette conférence anglophone est accueillie au sein de ces différents groupes séparatistes dans les régions anglophones? Moi j'ai vu la réaction est violente. Vous savez qu'au Cameroun, on a deux factions des extrémistes. Dans le camp des anglophones, il y a deux trucs qui ont même eu le courage d'insulter même l'éminence. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais je les comprends. Parce que si votre maison n'a pas été brûlée avec votre maman dedans ou votre fille violée, avec ce qui s'est passé dans le sud-est et le nord-ouest, vous ne pouvez pas comprendre comment ils sont en train de réagir. Mais même je n'aime pas souvent citer les socialo-communistes. Mao disait l'UPC n'était pas communiste. C'était un parti nationaliste. C'était un parti nationaliste. Dans la paix, vous savez, Monsieur, permettez à Ellie Smith de s'exprimer. On peut toujours discuter, même s'il y a les conflits. Il y a talk and fight. On peut toujours discuter. Donc, c'est une occasion, je vous dis. Il y a un temps pour tout. Il y a même des solutions avancées. Voilà, et je vous dis, les anglophones, contrairement aux francophones, je vais conclure, ont eu l'occasion. Ils sont très patriotiques, ils aiment le Cameroun. Ils ont choisi d'être camerounais. Et regarde, je vais citer pour conclure. Regarde tous les partis politiques au Cameroun anglophone. KUNC, créé par un certain Dibonge Djabea. Il est de Bonadibon. Le KNC par Indeli ou KNDP de Foncha ont toujours eu référence au Cameroun allemand. Combien de partis au Cameroun francophone l'ont fait? Donc, nous, on est plus patriotiques que vous. Donc, ça ne veut pas dire les histoires qu'on raconte, c'est que vous avez les usurpateurs qui ont pris le pouvoir en 58 ici, qui sont en train de mettre le pays à feu et à ça. Pourquoi vous tuez les militaires? Après Ellie Smith, on ne tue pas les militaires. Je vous en prie, Edmond Kambia, sur l'intérêt des pouvoirs publics à encadrer cette question de la conférence anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018. Selon vous, quels sont les enjeux pour le gouvernement au moment où le pays se dirige vers une élection présidentielle capitale? Voilà. Les enjeux sont énormes parce que nous sommes à une période cruciale de l'histoire de ce pays. Nous sommes à une période grave si l'on s'en tient à toutes les crises qui secouent le Cameroun. Dans l'extrême nord, dans toute la partie septentrionale du pays, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, la situation à l'est du pays. Et nous sommes à 25 ans après la All Anglophone Conference de Buea. Nous avons l'opportunité, parce qu'il faut prendre tout ce qui se passe comme une opportunité. Et je suis heureux de ce que le gouvernement ait apprécié l'opportunité et accepté le principe de la rencontre. Et vous posiez tout à l'heure la question de la garantie. J'ai dit la première garantie, c'est le fait que le gouverneur de la région nord-ouest, le gouverneur de la région du sud-ouest sont invités à prendre part à la General All Anglophone Conference. S'ils ne peuvent pas y venir, ils envoient leurs représentants. C'est clairement indiqué. C'est-à-dire, les autorités administratives sont invités, sont conviés à la rencontre, de bout en bout, du début jusqu'à la fin. S'il n'y a pas meilleure garantie, tu fais partie de l'organisation. Je ne sais pas s'il n'y a pas meilleure garantie. L'autorité administrative prend part à la rencontre. C'est pas une histoire qui se fait en secret. C'est ouvert. C'est une histoire anglophone, mais nationale. Anglophone, mais nationale. Oui, puisque nous sommes conviés et on a balisé les initiatives de répondre Donc, au niveau des enjeux, je vous disais que c'est très important parce que c'est l'occasion ou jamais de poser sur la table. Parce que c'est l'occasion pour nos frères et sœurs anglophones de s'entendre sur les thématiques générales ou particulières qui préoccupent la communauté anglophone au Cameroun. Pour le moment venu, la soumettre au débat lorsque le chef de l'État... Et moi, pourquoi on ne ferait pas cette conférence le 9 octobre? Ouvrira un débat national. Pourquoi pas le 9 octobre? Le gouvernement a toujours dit, nous sommes d'accord pour le dialogue. Pourquoi pas le 9 octobre? Pourquoi on ne fait pas ça après l'élection? N'est pas contre le dialogue. C'est une opportunité. Merci que tu sois porte-parole. C'est une opportunité. Serge, les attentes que vous avez concernant cette conférence anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018, vous avez suivi sur ce plateau des appréhensions
des doutes et des inquiétudes quant au risque d'instabilité lié à une telle rencontre. En quelques minutes, quelles sont vos attentes particulières à ce sujet? Disons qu'elles sont celles que nous avons formulées déjà à l'encontre de ceux qui ont initié et qui ont bien voulu nous faire le plaisir, même si ce n'est pas encore confirmé, de nous inviter. Nous serons partie prenante parce que nous apporterons au moins 2 solutions. La première, c'est qu'il y aura une convergence de vues sur une question. Vous savez qu'actuellement, il y a plusieurs questions. Il y a les sécessionnistes, il y a les fédéralistes, il y a les souverainistes, régionalistes ou décentralisalistes, comme on dit. On aura quelque chose. La deuxième, c'est qu'on aura un nouveau leadership lisible, légitime et légal. Parce que celui qu'on dit souvent, Edith, là, c'est pas, il ne représente plus personne. Ce sont des familles qui avaient mercantilisé la négociation à Fumban et qu'on a mise en place depuis 72. Je le dis, je peux les citer. Donc, pour nous, avec tous les patriotes, comme l'UPC l'a toujours dit, Quel UPC? elle est une. Il est leader choisi par votre camarade, c'est votre interlocuteur valable. Vous avez dit que vous étiez contre. Vous savez qu'à l'UPC, on ne désigne pas les gens. Donc, votre parti est en train de vouloir que le Cameroun impose. Et vous en riez. Le Cameroun ne fera pas l'économie de la violence si on ne saisit pas cette opportunité. Sur la question de fond, je dis, ces 2 questions sont déjà des solutions. C'est-à-dire qu'il y aura un point de vue qui sera majoritaire de ce côté-là, du Cameroun occidental, comme le mot anglophone décourage. Il faut leur dire qu'il s'agit du Cameroun occidental, qui va donner son point de vue. Il y aura la représentativité, parce que nous sommes comme en 92, on avait dit la conférence nationale est sans objet, et elle n'a pas de leader. Maintenant, sur ce côté-là, il y aura l'objet et le leadership. Ça, c'est au moins déjà une porte de sortie. Un mot, Hervé Emmanuel. Non, mes réserves sont pertinentes. Je pense qu'une telle conférence, si elle devait avoir lieu après l'élection présidentielle, et dans un cadre bien précis, plus travaillé, parce que là, pour l'instant, nous sommes dans les réflexions d'universitaires et tout. Il n'y a rien de pertinent dedans. Deuxièmement, je veux faire quand même un rappel à l'histoire. En 93 comme en 94, c'est suite à ces 2 conférences que la SNCN, les amis de Lee Smith, ont été fondés. C'est-à-dire non. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non. Laissez-moi, monsieur Kamria. Vous vous trompez. D'accord? Je vous dis que j'ai une réserve d'ordre public. Je pense que l'élection présidentielle est un moment où les Camerounais vont choisir leur avenir, leur destin en toute liberté, et que la meilleure démarche qu'on puisse apporter maintenant, c'est que tout le monde participe dans la paix pour que ce soit une élection libre et transparente et que le peuple libre et souverain s'exprime. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de Droit de réponse. Merci, Elie Smith. Merci. Merci, Hervé Emmanuel Com. Edmond Kamgia, merci. Également, Serge sera présent sur ce plateau. Mesdames, messieurs, c'est la fin de Droit de réponse. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision.